Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse pronostique du co-main, du main, surtout de l'UFC 314 qui aura lieu au Kezia Center à Miami dans la nuit du 12 au 13 avril, donc ce week-end. Un UFC pas mal, le 314 pas mal, beaucoup de combats très intéressants. Si on avait eu du temps, on aurait pu analyser plus, tellement il y a des combats qui nous intéressent. Faut donc vraiment, que ça soit même en prélim et tout ça, un combat féminin qui est très intéressant. Enfin, on aura Cornal aussi en pré-prélim, donc une française sur la carte. Il y a plein de choses à dire. Donc il y aura plein de choses à débriefer, surtout, plutôt que de les analyser. Ça sera surtout dans le débrief, je pense, où on se rentrera un peu plus dans le détail. Mais franchement, déjà, cet UFC, déjà de base, c'est un UFC de ouf. Avant de commencer, on rappelle notre partenariat avec Import Fight, ce site de vêtements, de textiles et de matériel de sport qui est, ma foi, très intéressant puisqu'ils vendent du matériel en France qui ne se vend que chez eux. C'est-à-dire que sinon, vous le retrouvez qu'à l'étranger, du corner, du hit and move, du primo, de la boxe taille, du MMA, de la boxe pied-point, du grappling. Voilà, si vous voulez vous démarquer des autres avec un peu de style, ça se passe sur Import Fight, le lien est en description. Et vous avez un code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en plus, ils sont super cool. J'ai un élève à moi qui a commandé chez eux. Bah, toi, déjà, t'as commandé, je crois, si je me souviens. Non, il y a un élève à moi. Non, t'as pas encore commandé. T'as dit que tu voulais commander. J'ai un élève à moi qui a commandé. Là, il a eu un petit problème de livraison et tout ça. La relation client avec David qui gère le site a été exceptionnelle. Donc franchement, en plus de ça, voilà, vous avez des gens de qualité qui aiment leur métier, qui respectent leurs clients. Donc vraiment, n'hésitez pas à commander sur ce site si jamais le cœur vous en dit. Et puis si jamais vous avez besoin de matériel, allez checker là avant d'aller sur Dragon Bleu. Au moins, vous rendrez service à une entreprise qui démarre. Voilà. Pardon pour ma voix, j'ai un peu la voix de Barry White, mais j'étais sur 2 jours de compétition, donc voilà, vous m'excuserez. Non, on aime Parce que ça, là, j'ai beaucoup crié. petit côté sexy. Ouais, c'est ça, c'est un peu le... Tu sais, on est dimanche soir, on est sur France Inter, et on va vous parler de l'UFC 314. Donc, on va commencer avec le main event. Alexander Volkanovski contre Diego Lopez, le combat qu'on attend le plus, parce que tout simplement, c'est le combat où on va voir si Volkanovski va se relancer contre un jeune qui pousse énormément, enfin un jeune pas si jeune que ça, parce qu'il a déjà une longue carrière derrière lui. On va commencer avec le Tale of the Tape d'ailleurs. Vous allez voir que en termes de carrière, ils en sont à peu près au même niveau sur la grosseur de la carrière. Maintenant, en termes de carrière, sur l'intensité et le championship, tu sais, l'aura du champion, ils en sont pas au même niveau. Mais Volkanovski, c'est 1m68 pour une allonge d'1m81,6, qui normalement est une des allonges les plus grandes de l'UFC. Mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. C'est 26 victoires, 13 KO, 3 soumissions, 10 décisions et 4 défaites, 3 KO, 1 décision. Et on a un Diego Lopez qui fait 1m80, donc qui est plus grand, et qui, cette fois-ci, aura une plus grande allonge que Volkanovski, avec 184,2 cm, 26 victoires, 10 KO, 12 soumissions. C'est pas mal dans le ratio, c'est très équilibré. 4 décisions, là un peu moins, mais c'est normal, et c'est pour notre plus grand plaisir. 6 défaites, 2 KO, 4 décisions. C'est rare déjà de voir quelqu'un qui a plus d'allonge que Volkanovski, parce que même quand il est monté en lightweight contre Islam Makhachev avait une allonge de 179, donc légèrement plus petite. Et déjà, est-ce que ça va jouer dans le combat? Moi, j'en suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que ça va jouer. On aura la réponse, mais moi, je vois pas ça vraiment impactant. En fait, il a tellement de chemins de victoire, on va les détailler après Volka, que je vois pas forcément un grand impact sur la longe. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, surtout qu'en plus, Volkanovski, il a une tendance à partir de loin. Donc bon, enfin, finalement, la longe, elle disparaît quand il casse la distance. Donc c'est plutôt intéressant. Effectivement, je pense pas que ça va jouer, surtout qu'il y a que 3 cm d'écart. C'est pas non plus, il y a pas 10 cm entre les deux. Donc c'est pas non plus un truc qui sera un facteur X, tu vois. Maintenant, moi, ce que je remarque déjà dès le début, c'est que c'est quand même le grand saut. Un saut dans le grand bain pour Lopez,
à part avoir affronté Ortega, est là propulsé très rapidement quand même dans sa chance au titre, donc c'est mérité, parce qu'on l'a dit, hein, en termes de carrière, ils ont le même nombre de combats, et puis surtout, il a fait des belles victoires. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, on passe d'un Ortega qui en plus n'est pas au mieux de sa carrière, à tout de suite un combat contre Volkanovski, qui, même si il est sur 2 défaites et sur 2 KO, reste tout de même Volkanovski. Tu vois, et c'est quand même un combattant, voilà, qui va être un des combattants les plus durs qu'il aura affronté, même plus que pour moi que Kevloev, tu vois. C'est clairement le plus dur. C'est vrai que quand tu regardes son palmarès, alors il a énormément de victoires d'affilée, c'est très rapproché, parce il a vraiment enchaîné. Mais c'est vrai que sur les noms, alors c'est que des noms solides, hein. Il n'y a aucun mec sorti de nulle part, mais on est loin, loin, loin du gratin, tu vois. On n'est pas sur du Holloway, on n'est pas sur du Volka, on n'est pas sur du Topuria, voilà, on est à un niveau en dessous quand même. Maintenant, la façon dont il les a battus, hormis Danny Gay, où c'était un peu plus poussif, mais bon, il y avait toutes les circonstances autour de ce combat, tu vois, remplacement d'adversaire un short notice. On peut pas faire plus short, là. Donc, hormis ce combat, c'est quand même des dominations. Oui, je sais pourquoi tu rigoles. C'était un shorty. C'était un shorty. Limite tanga. Limite. Donc, ouais. Donc, déjà, on aura la réponse sur vraiment le vrai niveau de Diego Lopez, en fait, hein. Parce que, comme tu l'as dit, Volka, c'est combien de défaites sur ses derniers combats? C'est 3 défaites sur ses 4 derniers combats. Oui. Alors, il faut nuancer les 3 défaites. Voilà, c'est ça. C'est que la première défaite, elle est sur une décision super partagée, où on voyait, il y en a qui voyaient tomber la pièce d'un côté ou de l'autre. Hein, ça, de toute façon, il avait fait fortement débat. Il avait fait à Islam Makhachev ce que personne n'avait fait à Islam Makhachev avant, avec une domination d'une bonne partie du combat. Derrière, il prend un short notice avec toujours ce Makhachev où il prend un high kick. Il revient avec une victoire, hein. Il revient avec une victoire. Non, mais je parle des défaites, tu vois, okay. Sur les 3 défaites. Donc, tu vois, il prend un short notice à 10 jours pour affronter justement, encore une fois, Makhachev en haut, plus haut. Et il disait qu'il n'était pas du tout, il était hors de forme, il sortait tout le temps et tout ça. Enfin, bref, c'était catastrophique. Donc, il s'est pris son KO et après il est revenu assez rapidement sur un Topuria qui a un pouvoir de KO extraordinaire et on sentait que bon, alors déjà il gagne le premier round, hein, déjà, mais après bon il se prend son KO, voilà, là il s'est passé beaucoup de temps, il a eu le temps de récupérer, il a fait un sacré camp, on en parlera tout à l'heure, mais il a fait quand même un camp tu vois, très correct et très sérieux, tu vois, avec très bien entouré, dans un endroit où il était à l'abri de tout, tu vois. Donc, dans des super conditions. Je pense que déjà, là, il arrive dans des conditions qui sont plutôt pas mal, tu vois. Je me mets aux couleurs du Portugal. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en vidéo. Voilà. Les autres, imaginez. Donc voilà. Sur le papier, on va pas se mentir. Diego Lopez, il a de quoi remporter ce combat. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Si tu prends factuellement ses armes, tu vois, il a un pouvoir de KO avec une anglaise et surtout un enchaînement qui est plutôt intéressant, tu sais, où il fait son esquive, par exemple du jab pour envoyer son point arrière, crochet avant, crochet arrière. Qui souvent fait mouche, mais vraiment fait mouche, tu vois, qui peut te mettre KO déjà rien qu'avec ça, ou knockdown, tu vois, pour qu'après il puisse finaliser derrière. Sinon, en plus de ça, son dernier point, il l'envoie avec une grosse accélération. Ça, c'est un truc qu'on avait déjà noté chez lui, c'est-à-dire que son dernier coup, il l'envoie avec une accélération, il y a une vitesse qui part, tu sais, une puissance qui est quand même extraordinaire. Maintenant, c'est dans le début de combat. Sinon, il a son clinch uppercut, comme il a fait sur Sodiq Youssouf, tu vois, qui marche très bien. Même à courte distance, même avec peu de recul, il a quand même un pouvoir de KO qui est extraordinaire. Il a une faculté à être très agressif sur les soumissions, avec une grande variété d'attaques, même si dans les faits, quand tu regardes son Sherdog, il a plus de juji et de triangle, quelques étranglements arrière, mais donc il est quand même mieux quand il est en dessous, tu vois. Ouais. Et sinon, il attaque aussi les clés de jambes, tu sais, clés de genoux, clés de talons. Donc,
Donc, tu vois, il a quand même, il a quand même pas mal d'armes. Surtout que quand tu notes, et ça c'est ce que je t'avais dit en off quand on en a parlé un peu hier, quand tu prends le combat contre Islam Makhachev, le premier, tu sais, dès le début dans le premier round, il y a Volkanovski qui lui rentre dedans et il prend un contre de Makhachev et tu sais, il met le genou à terre et puis il revient tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, quand tu regardes, par exemple, Diego Lopez contre Ortega, il fait exactement le même enchaînement, c'est-à-dire sur un Ortega qui lui rentre dedans, il envoie son enchaînement dans le timing, bam, 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 tu sais, et hop, tu vois ta Ortega qui tombe. Donc, il est capable de faire tomber. Maintenant, Ortega, on sait qu'il a de la résilience, on sait que pour le mettre KO, faut y aller, faut même, c'est l'arbitre qui va l'arrêter, c'est pas lui qui va tomber. Là, avec les deux KO, on aura toujours cette incertitude de savoir est-ce que, oui ou non, un Diego Lopez qui lui envoie ce même enchaînement, comment ça se passe derrière, en fait. Ouais. C'est ça, Alors, est-ce qu'il le vit bien ou est-ce qu'il ne le vit pas bien, tu vois? moi, je pense qu'il faut relativiser déjà ces deux KO, comme tu l'as dit. Le premier, c'est un high kick dans la caté du dessus par Makhachev, qui a un gros high kick. Et encore, il n'est pas Mhm. totalement déconnecté, hein. Ouais. Oui, puisqu'il reste toujours lucide. Ouais. N'importe qui serait tombé sur ça. Et le deuxième, c'est un crochet de Topuria qui nous a montré dans le combat d'après contre Holloway que de toute façon, si tu touches, tu dors, qui que tu sois. Mhm. Donc, hormis ça, faites-moi la question que je me pose, et je pense que tu es d'accord avec moi. Si il n'y a pas ces deux dernières défaites et qu'on se base uniquement sur le niveau technique et tactique de l'un et de l'autre, il n'y a quasiment pas débat. On voit Volka gagner tous les jours. Bien sûr. Bien Donc, sûr, voilà. si tu décorrèles de ça, maintenant, on peut le faire, mais il faut pas forcément le faire parce qu'il s'est passé ces deux choses-là. Bien Donc sûr. forcément, ça nuance le propos. Mais oui, si tu prends un Volka avant, même après sa première défaite, tu vois, Ouais. tu mets ce combat-là juste après la défaite contre Islam, la première, bah tu te dis, effectivement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Déjà, Volkanovski, c'est quelqu'un qui feinte énormément. C'est-à-dire que là, je viens de dire qu'il peut rentrer d'un coup, mais normalement, il rentre pas directement. C'est-à-dire qu'il feinte. Il feinte beaucoup, il donne beaucoup d'incertitudes, en fait, beaucoup d'informations. Tu sais, il a ce truc où il vient avec son uppercut arrière, tu sais, il feinte d'envoyer sa jambe avant, en fait, beaucoup de feintes de hanche, et puis il prend des angles. Il prend des angles, il est très à distance, et puis d'un coup, il décide de casser la distance, tu vois. Donc c'est Il a vraiment quand même ça. Et quand il un casse in la and out distance, de fou. c'est ça, et quand il casse la distance en plus, alors soit il travaille avec son jab, qui est extraordinaire, où il va détruire ses adversaires, mais comme c'est pas permis, soit quand vraiment il explose, c'est pour rentrer au corps et remonter à la tête. Et il finit avec une jambe derrière. Donc en fait, quand il descend au corps, il évite les contres en haut, surtout comme il est plus petit et qu'il a plus d'allonge. Donc en plus, il va toucher, tu vois, avec une allonge d'un mètre 81, donc enfin 280 cm, pardon. Donc c'est plutôt, c'est la même chose, mais on le dit pas de la même manière. C'est pas une taille. Donc 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 il descend encore pour remonter à la tête. Il prend un angle, il prend souvent des angles. Tu sais, il est jamais complètement en ligne. Et quand il sort avec une jambe. Ce qui fait que quand tu veux le suivre, eh ben c'est compliqué parce qu'il casse ton appui, parce que c'est souvent un low kick. Il a des low kicks qui sont dévastateurs. Parce que ça, on le met rarement en lumière, mais il te casse les jambes. On l'a vu avec Holloway. Tu sais, Il quand il te est face à casse des les bons jambes. strikers. Ouais, alors c'est surtout sur l'usure, dans le sens où il sait scorer avec ses jambes. En fait, il Mhm. est toujours actif. De toute façon, c'est simple, hein. Je crois que c'est lui qui a le record de frappes significatives dans la KT. C'est 6 frappes, 16 par minute, significatives. Donc en fait, on se rend compte qu'il est tout le temps actif. Là où un Lopez est aussi très actif, parce que je crois que j'avais noté 4 frappes, 4,20 frappes significatives par minute, donc il en met moins. Par contre, Lopez, toutes les frappes sont faites pour mettre KO. La différence, C'est c'est ça. Grosse débauche d'énergie sur ouais, toutes les frappes. toutes les frappes. Il n'y a pas de petites frappes pour Lopez. Là où Volka, il va scorer. Il sait scorer, il sait quand accélérer, il sait quand aller dur, mais il sait aussi quand juste mettre quelques touches pour prendre le round, en fait. Mais c'est exactement ça. Mais encore, tu sais, c'est des petites frappes, mais qui sont pas si petites que ça. Parce que c'est des frappes qui scorent, mais c'est des frappes quand même qui font mal. Parce que c'est pas, tu vois, si je fais une corrélation avec Hulberg, qu'on a vu la dernière fois, tu sais, contre Blakovic, où il mettait des frappes pour scorer, tu vois, c'était de la touchette, tu vois. Euh, c'est pas le cas pour Volkanovski. Quand il envoie des low kicks, alors oui, certes, il va pas te péter la jambe comme un Topuria, par exemple, quand il t'en met un où tu peux tomber. Mais par contre, ça fait mal quand même, tu vois. Et puis en plus, ce que j'aime avec Volkanovski, c'est qu'il t'envoie low kick intérieur, extérieur. Tu vois, il a quand même une variété de frappes qui est impressionnante.
Il sait se servir de ses deux jambes parfaitement. Il est très souple, parce qu'on parle des low kicks, mais ses jambes, elles peuvent monter aussi. En boxe, c'est pareil. Beaucoup de variétés de frappes. Là où un Diego Lopez, finalement, tu retrouves quand même des enchaînements clés qui ressortent. Tu vois, il commence souvent avec son bras arrière pour enchaîner avec le bras avant, bras arrière, comme on a dit. Ou alors il vient en contact pour envoyer son uppercut. Alors oui, il a des bonnes jambes aussi, tu vois. Mais c'est plus un boxeur en anglaise. On va pas se mentir. Ouais, Tu vois. C'est plus anglaise. Volkanovski, il a plus de chemin déjà. Il a plus de variété. Si ça passe pas quelque part, il peut varier, il peut aller ailleurs. Il peut aller ailleurs. Ouais, je suis d'accord. En fait, le style de Lopez va fonctionner sur quasiment 99% de la KT, mais sur des strikers d'élite, parce que Volka, pour moi, c'est un striker d'élite. C'est un style assez facile à lire, notamment avec son footwork, qui est un super footwork, Volka. Je pense qu'il peut lire les attaques de Lopez et sortir de l'axe à chaque fois sur les entrées, en fait. Tu vois, le vrai danger, c'est sur l'explosivité de Lopez, surtout sur le premier. Comme tu l'as dit, il dépense tellement d'énergie que là où un Volka va rester compétitif sur les 5 rounds quasiment au même rythme, Lopez, le vrai danger, il se situe au premier round, moitié de deuxième round. Moitié du deuxième. Voilà. Et puis après, ça descend. Même si il est quand même capable de te sonner jusqu'à la fin. Enfin, en tout cas, jusqu'à la fin. Parce qu'il faut voir là, je n'ai pas de souvenir du dernier 5 rounds où je l'ai vu, mais parce qu'il finit très vite en plus. Mais tu vois, contre Ortega, tu vois, dans le troisième round, il arrive quand même si c'est moins rapide, même si tu sens qu'il a perdu justement de sa vitesse et de son explosivité, mais il arrive quand même à connecter Ortega dans le troisième. Donc, il reste quand même dangereux, tu vois. Dans le troisième, il y a Ortega qui fait l'ascenseur. Il n'a jamais fait de 5 rounds à l'UFC. Il n'a jamais fait de 5 rounds. Donc c'est pour ça, tu vois. Et on l'a vu quand même tirer la langue sur des 3 rounds quand ça commence à durer un peu dans le temps sur 3 rounds déjà. Donc sur 5 rounds, le cardio, il est pour Volkanovski, ça c'est sûr et certain, parce que lui, il nous a prouvé et reprouvé que sur 5 rounds, il mettra le même rythme du début à la fin, même si c'est des combats où il y a on l'a vu contre Makhachev, des combats où il y a de l'engagement sur tous les rounds. À la fin, c'est lui qui aura le plus de cardio. C'est lui qui sera là. Ouais. Sur ça, il n'y a pas de doute. On peut quasiment l'acter, c'est quasiment sûr, puisqu'on voit les dernières perfs de Diego Lopez qui tire la langue sur les derniers rangs. On le voit, son footwork, il est plus là. Enfin, tu sais, il sautille un petit peu, mais tu vois, il a plus cette explosivité. Ses points sont toujours lourds, mais tu sens que les enchaînements sont beaucoup moins rapides. C'est plus ta-ta-ta, tu sais, c'est pam, pam, pam. Vraiment pour le coup, mais il arrive à y aller quand même. Et puis surtout, je pense, et ça, on en a parlé un petit peu, mais enfin, en off, je suis persuadé que Volkanovski va le lutter. Va le lutter pour le coller à la cage. Il va essayer de le fatiguer et de l'user le plus possible. Je pense qu'il va vouloir vraiment faire du dégât, parce que Diego Lopez, il n'est pas mauvais en défense de lutte, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire. Et je pense que dans le rapport de force, dans le physique, même si Diego Lopez, c'est un gros physique dans la catégorie, hein, c'est un gros dans la catégorie. Mais je pense véritablement que dans le rapport de force, il n'y aura pas photo avec Volkanovski qui va le coller à la cage, pas forcément l'amener, et encore. Je me demande même s'il va pas se gratifier d'un petit grand endpoint. Je pense qu'il peut l'amener, ouais. Parce qu'il est tellement confiant dans ses défenses au sol que de toute façon, il n'a pas peur je pense qu'il va pas craindre le sol de Diego Lopez. Enfin, faut comprendre quand même que c'est un mec qui s'entraîne avec Craig Jones tout le temps. Et là, il a fait un camp complet avec Craig Jones. Donc, quand tu as Craig Jones dans les pattes, avec sa taille, son envergure, son niveau technique, qui vient et qui te met dans le rouge tous les jours, tu vois, Diego Lopez. Maintenant, attention, parce que les calculs, tu sais, des fois, t'as un mec qui sait parfaitement faire quelque chose, et puis voilà. Mais on a vu un Evloev savoir sortir de ses soumissions, même si c'était un short notice. Et on a vu surtout un Volkanovski sortir de l'enfer avec un Brian Ortega qui est connu pour ses soumissions. Tu vois. Et d'ailleurs, on se prend encore la tête de savoir comment il est sorti, par exemple, de la guillotine et du triangle. Enfin, vraiment qu'il a pris. Donc, on sait sa résilience. Et même contre Makhachev. Quand il est dans son dos, Makhachev dans le round 1, et qu'il essaie de l'étrangler en étranglement arrière, et que tu vois Volkanovski qui sait parfaitement quoi faire à chaque fois pour sortir des soumissions,
c'est très rassurant. C'est vraiment très Ouais, rassurant. mais on l'a dit 1000 fois, hein, la qualité de Volkan en défense de soumission. Déjà, son physique fait que c'est dur à manipuler, ce physique-là au sol. C'est petit, trapu, ultra puissant. C'est vraiment compliqué. En fait, tout le jeu de Lopez, toutes les soumissions qu'il met en place, donc son jeu sur le dos, parce que je le vois pas du tout contrôler Volkan en étant au-dessus. Non, Parce que même s'il le fait tomber, ça va se relever très vite. On va rentrer je dans le le vois pas scrimmage, l'amener. ouais, je le vois même pas Je le l'amener. vois pas l'amener. Je Je le le vois vois pas pas l'amener. l'amener. Mais en tout cas, donc pour moi, si ça va au sol, ça sera Diego Lopez en dessous en garde fermée. Et ce jeu-là, c'est trop complexe pour soumettre Volcan. Pour le bouger, c'est beaucoup trop complexe. Il est trop bas. Rentrer en clé de jambe, c'est quasi impossible parce que il est trop bas en fait. C'est trop ramassé au niveau du sol. C'est compliqué de rentrer en dessous. Son grand endpoint, il est super efficace. Mhm. Ouais, je pense que s'il est au-dessus, honnêtement, il reste tout le round au-dessus. Non, je suis d'accord. Et puis même quand il est debout sur son grand endpoint, tu sais, il a cette faculté des petits, tu vois, Ouais, à être très un grand stable écart, et ouais. avec les hanches très en avant et envoyer ses frappes qui arrivent du haut, bah, ce qu'il avait fait d'ailleurs à Makhachev, hein, Dans le dernier sur round. le dernier round. Donc moi non plus, je le vois pas être en danger là-dessus. Et quand tu parlais d'amener au sol, mais défensivement, alors si tu l'amènes au sol, c'est que tu l'as mis knockdown, tu vois, à la Ortega. Tu vois, tu lui mets un knockdown et puis derrière, tu vas suivre, tu vas exploser sur une soumission. C'est ce qu'avait fait Ortega sur la guillotine. Maintenant, pour l'amener au sol, son niveau de défense en lutte, il est extraordinaire. Enfin, honnêtement, on l'a vu. Enfin, je vais reprendre ce combat parce que si vous voulez, comprendre la défense de lutte de Volkanovski, il faut voir Makhachev 1. Tu vois, contre Makhachev 1. Et son niveau de défense, il est extraordinaire. Il vient déjà dans le rapport physique. Il a un timing dans le scramble qui est très efficace. C'est-à-dire que tu vas le ceinturer à l'arrière, il va rentrer son bras entre tes jambes, il va tourner. Ou même si tu l'emmènes, tu sais que tu arrives à le basculer pour l'emmener au sol, il va mettre un crochet papillon, il va prendre de la distance, il va tourner, mettre l'overhook, te mettre la pression, revenir debout. Il va même peut-être même dans le mouvement te renverser et revenir au-dessus de toi, comme il l'avait fait avec Makhachev. Enfin, il a ce Dans son chemin jeu. Ouais, qui est exactement. clair. C'est ça. C'est très clair. C'est trop clair, en fait. Tu peux pas le surprendre parce qu'en fait, tu sens que tout est verrouillé. Tout est verrouillé. Et puis, en plus de ça, on parlait de Craig Jones tout à l'heure. Craig Jones, c'est la B-Team. La B-Team, c'est un club qui, en lutte, est un des meilleurs clubs en lutte, on va dire, avec la New Wave en grappling, tu vois. C'est vraiment, mais la B-Team met vraiment, vraiment l'accent sur la lutte parce que ils ont ceux qui sont à la tête, on va dire, de cette team, avec Nicky Rodriguez, tu vois. C'est des gens qui sont des lutteurs de formation. Ouais, C'est des lutteurs de base. mais lui aussi, tu vois, on en avait parlé quand on a fait l'analyse contre Makhachev. Oui, Il est champion d'Australie. Alors, il y avait ce débat sur qu'est-ce que vaut l'Australie au niveau mondial, tu vois, sur l'échiquier de la lutte. Mais il l'a prouvé. ouais, mais ça reste un champion d'une nation, tu vois. C'est Et puis déjà pareil. rugbyman. Et puis rugbyman de formation Ouais, aussi, tu vois. Donc les rugbyman font des lutteurs naturels parce physiquement, que voilà. ouais, en lutte, pour moi, un clair avantage à Volka qui peut dicter le rythme. Et comme tu disais, hein, il n'est pas obligé de l'amener. C'est-à-dire que il peut contrôler le combat à la cage, au moins la première partie du combat. Et c'est peut-être la meilleure des choses à faire parce que Mhm. j'ai peur de le voir, si on revient sur l'aspect psychologique, j'ai peur de le voir craintif, comme je l'ai ressenti contre Topuria. Ouais. Je pense que la meilleure des options pour rentrer dans son combat, se chauffer, prendre un peu confiance, ça serait justement de venir coller. Au moins le premier round, tu vois. Tu sacrifies ton premier round, tu fais un truc un peu chiant où tu viens coller. Et puis au moins tu es rentré dans ton combat. Parce que les premiers échanges sont les plus compliqués, hein, surtout quand tu reviens de KO, parce que tu as besoin de te remettre dedans. Donc si je le vois coller dès le début, je serais plutôt rassuré. Ouais, et encore, tu sais, pour le coup, autant Topuria, je comprends un peu parce que tu vois qu'il y avait cette crainte. Alors déjà, c'était parce que c'était déjà très frais, déjà pour commencer. Là, on était vraiment à la sortie de son chaos. Donc je pense que médiatiquement et tout ça, il avait pris quand même une sacrée sauce. Enfin, tu vois, il y avait quand même pas mal de choses qui se bousculaient en lui, je pense. Et, euh, et surtout, Topuria, il a une aura. Il a une aura, tu sais, qui est beaucoup plus importante que celle de Diego Lopez. Enfin, moi, j'adore Diego Lopez. Hein. Toi aussi, je le sais. C'est vraiment un combattant qu'on apprécie beaucoup. Mais tu vois, t'as pas cette, t'as pas tout la sphère médiatique du MMA
qui te dit quand tu affrontes un Diego Lopez la même chose que quand tu affrontes un Topuria, dans le sens où c'est gagné d'avance, tu vas prendre ton KO, le mec il est trop fort, une anglaise stratosphérique, tu vois, enfin, il y a un niveau, on parlait de niveau en boxe, en termes d'anglaise, Topuria c'est l'élite de la boxe anglaise MMA. Je ne dirais pas de la boxe anglaise, même si je pense qu'il a des cartes à jouer dans le monde de la boxe anglaise, tu vois, peut-être pas au plus haut niveau, mais voilà, il sera un très bon boxeur. Mais tu vois, comme un Saladin Parnasse, tu vois, si on fait une corrélation avec un Français, un excellent niveau en anglaise, où tu te dis, voilà, lui, il va falloir que j'appréhende et la puissance technique et la technique. Diego Lopez, il y a de la puissance technique, mais la technique, en fait, quand tu as un niveau d'analyse de Volkanovski, tu te dis c'est facile à lire. Quand tu as affronté justement un Holloway 3 fois, qui techniquement t'apportait, alors certes moins le pouvoir de KO, mais qui techniquement t'apportait une variété extraordinaire, parce que c'est un des meilleurs boxeurs de tout l'UFC aussi, tu te dis en fait, bon, Diego Lopez, techniquement, ça va, ça se gère. Alors oui, si je m'empale sur sa frappe, c'est compliqué, mais bon, si je fais un peu attention, ça va. Je pense qu'il va l'aborder avec une confiance de ouf. En plus, je pense que la confiance, elle est décuplée du fait que justement, ça soit lui et pas Topuria pour aller rechercher la ceinture, et on sait qu'il veut cette ceinture. Ouais. Enfin, tu sais que c'est vraiment c'est son seul objectif, quoi. C'est lui, il s'en fout de gagner. Il veut être champion. Voilà, gagner. Enfin, il faut passer par la victoire, mais genre, c'est pas genre je veux gagner encore des combats. Non, je veux être champion. Il est déterminé à être champion. Donc là, je sais pas, je le sens. En tout cas, pour avoir vu des vidéos de son camp, je le sens ultra confiant. Tu vois, il y a pas de doute. Je vois pas de doute. Après, tu sais, plus on avance dans le combat, enfin proche du combat, et plus les doutes commencent à arriver. Mais de base comme ça, je vois pas de doute. Ouais, ouais. Mais bah, j'en voyais pas non plus avant les autres combats, hein, sur les vidéos qui tournent. Ouais, non, mais t'avais des sorties médiatiques quand même qui nous faisaient flipper un petit peu. Il y avait un peu de dépression, oui, Ah, je suis c'est vrai, je me rappelle. champion, ouais. Oui, Ben c'est oui, vrai. il y avait quand Ouais, même pas mal de choses comme ça qui nous faisaient un peu flipper. On en avait parlé, tu vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est Oui, vrai. si je suis Pas pas à mal. l'entraînement, je me sens pas bien. Oui, enfin, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que ça nous faisait un peu peur. Ouais, ouais, ça me revient. Ouais, c'est vrai que il n'y a pas de choses négatives qui sortent de sa bouche ces derniers temps. Il a pris un peu de recul. Il a fait une bonne prépa. Il a eu du temps. En fait, il y a du temps qui s'est écoulé. Je pense qu'il a relativisé le truc. Il C'est revient. ça. Ouais, c'est vrai qu'il revient bien en forme. Tu vois, je pense que le fait qu'il y ait eu un peu de micmac dans cette KT et que justement son retour a été peut-être plus tardif, tu vois, je pense que ça a été bénéfique pour lui. Tu vois, ça lui a permis de démystifier l'absence de la cage. Tu vois. Ouais. Donc là, je sais pas, je le sens mieux là-dessus, quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, comme tu l'as dit, il peut coller et stratégiquement, ça peut être intéressant. Mais plus le combat il va durer, plus de toute façon le combat il sera à l'avantage de Volkanovski. Ça, c'est une certitude. Et là-dessus, on peut clôturer peut-être la partie technique là-dessus, mais vraiment, plus le combat va durer, et plus ça sera à l'avantage de Volkanovski, c'est sûr et certain. Ouais. Ah ouais, sur 5 rounds, c'est clair et net, hein. L'orage, il va durer au maximum 2 rounds. Mais après, je le vois dérouler tranquillement. Ouais, ouais, je suis d'accord. Nous, dans les à côté, on en a un petit peu parlé. Déjà, bon, il y aura un petit peu de redite, mais moi, ce que je voyais, c'était comment Volkanovski va revenir de ses 2 défaites, déjà. Donc, voilà, ça, c'est ça, bon, on l'a dit, on en a parlé. Il y a de l'incertitude, il y aura toujours de l'incertitude parce que là, même si on le sent confiant, bah, plus on va avancer, plus on sera dans la Fight Week et plus on sera dans les face-à-face et plus on va se rendre compte du niveau de confiance de Volkanovski. Là, on en parle maintenant, mais moi, j'ai hâte de voir les premiers face-à-face. Même si on en a déjà vu un, tu vois, mais c'était loin du combat, donc faut voir. Beaucoup de respect entre les deux d'ailleurs, hein. Énormément de respect entre Volkanovski et Diego Lopez. Enfin, tu sens qu'il y a une bonne entente et tout ça, il n'y a pas d'animosité. C'est bien, tu vois, d'aborder ce combat-là comme ça, tu vois, c'est bien. Ça colle avec leurs deux personnalités, hein. Ouais, Les deux ne sont exactement. pas dans le trash talk de base, donc ça sert à rien de s'inventer un rôle. Puis le combat, de toute façon, il est tellement excitant que Hmm. tu n'as pas besoin de le survendre. Ça fait partie de ces mecs qui brillent par leur présence dans la cage. Donc pourquoi en faire plus? Oui, je suis d'accord. Ensuite, bon, bah, il y a les vidéos, effectivement, d'entraînement.
où on le voit hyper affûté. Enfin voilà, c'est du Volkanovski des grands jours, tu vois, dans son camp. Il y avait même, donc on a parlé de Craig Jones, mais il y avait Sterling aussi qui a fait une partie de son camp et qui a dit que c'était un véritable bourbier, ne serait-ce qu'au sol et tout ça. Et quand un Sterling dit que quelqu'un est un bourbier, c'est que tu peux le croire. Donc voilà, parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire, Sterling. Donc il parlait de son niveau notamment au sol en disant que c'était un niveau qui était stratosphérique, tu vois. Enfin donc déjà ça aussi c'est très très rassurant. Et, euh, et pour Ouais. Lopez, moi je vois sur ce qu'on a dit tout à l'heure, un grand bond en avant, bon, même s'il est habitué à faire de gros événements, parce qu'il a fait l'UFC 300, il a fait l'UFC à la Sphère, mais bon, là c'est un title shot, c'est un 5 rounds, c'est un saut dans le grand bain, contre un champion qui a été dominant pendant des années, qui a roulé sur tous les profils. Ah, voilà, je pense que niveau stress, ouais, quand même, tu vois, ça, tu peux avoir le stress au maximum, même si je pense que Diego Lopez, quand même, est plutôt imperméable au stress, ça va. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je pense pas que ça aura un impact sur sa performance. C'est quand même un mec qui a une grosse expérience, hein. Beaucoup de combats. Alors, pas à ce niveau-là, mais quand tu es habitué vraiment depuis toujours à monter dans la cage, à l'UFC, il a pas mal de combats aussi. Il a quand même été pas mal mis en avant. Donc, le jeu des médias, etc., il le connaît. C'est pas un mec Ouais. qui passe sous les radars et qui arrive au titre comme ça et qui est tout de suite mis dans une grande lumière. On le voit quand même beaucoup, Diego Lopez, hein. Suite à ses perfs, suite à Mm. ses KO. Donc, ouais, non, je vois pas vraiment de. C'est un mec qui est en pleine confiance. Donc, même le niveau de Volca, c'est pas quelque chose qui va l'impressionner. Au contraire, je pense que ça doit le booster encore plus. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, non, ça aura pas un réel impact. Ouais, et puis le coup de bâton derrière la nuque, il s'en fout, il est protégé, parce qu'il a sa coupe mulet qui joue pour lui. Non, pour le coup, ça va être vraiment intéressant parce que je pense qu'on a on les aura vraiment en pleine forme tous les deux. En tout cas, au maximum de ce qu'ils peuvent faire actuellement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, même si Volkanovski, on sait quand même qu'il est en fin de carrière, donc, enfin, tu vois, il a une carrière longue et surtout, enfin, quand on dit longue, elle est pas plus longue que celle de Diego Lopez, mais le niveau d'adversité n'est pas le même, tu vois, les guerres qu'il a fournies, c'est pas les mêmes. Mais oui, oui, je pense qu'il en a encore sous le pied. Je pense qu'il en a encore sous le pied. Enfin, de toute façon, on va être fixé, hein. Tu sais, là, c'est le combat qui soit le relance et qui le relance, je pense, pour un moment. Je suis Soit d'accord. c'est le combat où on Ouais. voit que c'est le déclin et ça y est, c'est fini et là on se fera plus d'illusions quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, parce que pour moi, dans cette KT, maintenant que Topuria est parti, Lopez, c'est le seul qui a potentiellement une chance de battre Volcan. Je Justement, pense parce grâce que à cette puissance de frappe. Parce que hormis ce truc de. Parce que pour moi, pour battre Volca, il faut le mettre KO. Le battre à la décision, c'est très très compliqué. En tout cas, dans cette KT, c'est quasi impossible. Je vois personne le faire. Et pour le mettre KO sur une frappe, je vois que Lopez. je suis d'accord parce que Evloev va lui apporter beaucoup de lutte, tu vois, mais bon, on l'a dit, niveau défense de lutte, il est là. Donc mais c'est un combat qui est intéressant. En fait, moi c'est ça que j'aime parce que alors oui, je suis d'accord. Mais oui, je suis intéressé quand même par des combats qui vont suivre. C'est-à-dire Ah, que bon, on va clairement. voir Patricio Pitbull Fréré, tu vois, si s'il passe parce que s'il arrive, il passe avec la manière parce que voilà, il y a ce bif entre les deux, c'est un ancien champion, double champion du Bellator et tout ça, enfin c'est pas un bif, mais c'était un pari Il fait y a entre ce les deux. pari à 1 million de Donc dollars. voilà, donc c'est intéressant. Evloev, c'est intéressant de voir ce que Evloev va lui apporter. Même Sterling, hein, c'est important, c'est intéressant de voir ce qu'il peut lui apporter aussi en tant qu'ancien champion, Il n'y a que des tu vois, combats avec de intéressants. la variété technique. C'est des combats intéressants. Qui m'intéressent d'ailleurs plus quand c'est Volka que quand c'est Topuria. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça te fait la même sensation. Parce que Topuria, mine de rien, tu vois, encore une fois, tu as cette aura d'invincibilité qui est là pour l'instant où tu te dis il peut mettre KO n'importe qui. Volkanovski, c'est pas un mec qui te met KO, c'est un mec qui va Oui, oui, en t'user, fait, qui peut te faire craquer, on va t'arrêter, mais tu sens que c'est un combat qui va durer, donc quand ça dure, il y a des chemins, c'est tu vois, ça. il y a des C'est possibilités. notre côté passionné de technique qui font qu'un combat de Volca, on sait qu'on va voir en plus vraiment du MMA. C'est-à-dire que Oui, ça et va puis aller tu dans sais que tous les tu... compartiments et que Voilà, tu vas avoir des ça se chemins joue. différents. Il y a vraiment match.
Il y a vraiment match avec tout le monde. Donc, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Et oui, et puis parce que c'est pas toujours le même combat. Tu vois, finalement, Topuria, tu vois le même combat. Oui, ouais, ouais. Ouais, Alors, clairement. c'est toujours impressionnant. Hein. T'es là, tu te lèves de ta chaise et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tu sais potentiellement ce qui va arriver. Avec Volkanovski, tu sais pas. En fait, t'abordes le combat, tu sais pas encore comment ça va se passer, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce combat, hein, où on est quasiment sûr de ce que Diego Lopez va amener, parce qu'il amène quasiment Mhm. toujours la même chose. Là où Volka a différents chemins et ils sont tous plausibles. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on aime d'ailleurs qu'on aime cet affrontement, quoi. Pronostic? Pronostic, ouais, 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 Volka. Moi, je suis sur Ouais. Volka et je pense même qu'il va le finir. Je pense vraiment que faut sortir de sa tête ces deux dernières défaites, ces deux derniers KO. En revoyant un peu les combats, je pense que Volka, il est encore au niveau, hein. Je pense qu'il est encore bien en place. Il est Ouais. tombé contre des mecs, bah, voilà, on l'a déjà dit, on va pas le redire, mais des mecs qui sont actuellement intouchables. Mais hormis ces profils-là, je ne vois pas d'autres mecs lui faire ça, en fait. Donc pour moi, il va s'imposer et ça va même être vraiment dominant. Je pense vraiment qu'il va nous faire une grosse, grosse perf et qu'il va le finir dans le. Ouais, je vois bien un finish dans le quatrième round par KO technique, arrêt de l'arbitre, sur un grand endpoint. Ok. Et aucun chemin de victoire pour Lopez. C'est pas de pourcentage, tu mets un 100% all-in sur Volkan. Ouais, quand tu as du punch, il y a toujours un pourcentage de chance de gagner. Hein, j'ai du mal à avoir une soumission. Ouais, s'il y a un chemin pour Lopez, c'est un TKO premier ou deuxième round. Sur un contre ou sur un contre, sur un échange, il le touche, il le finit en grand endpoint. Mais ouais, je mets 30%, 20%. Ouais, ouais, ouais. Bah c'est à peu près ce que. Ouais, j'ai fait un 65-35. J'ai mis. Mais moi, bon, je mets décision, mais c'est pas déconnant s'il le termine, tu vois. C'est pas déconnant parce qu'il a déjà pris des KO en plus, donc c'est pas déconnant. 65-35. Volka, décision. Mais comme je te dis, je peux aller dans ton sens aussi sur un quatrième ou cinquième round où il le termine à l'usure. Et en tout cas, une domination. Dans ce chemin-là, je vois une domination de la tête et des épaules. Et je vois un 35% pour le KO aussi d'un Lopez, premier, mi-deuxième round, tu sais. Et puis après, une fois que la machine elle est lancée, une fois que la confiance elle est prise, ça y est, ça va dérouler. Et puis voilà quoi, c'est ça. Ah C'est ouais. soit il le contre, c'est vraiment comme j'ai le contre que j'ai parlé au début, quoi. Vraiment, tu sais, où il va s'empaler sur la frappe de Diego Lopez. Et encore, mais tu sais, mais même Je suis là-dessus, même je pas pense sûr. qu'il va, Je suis il va, même pas sûr qu'il tombe s'il sent pas sur la frappe de Diego Lopez. non, mais même s'il tombe, tu vois, je suis pas sûr qu'il réagisse pas de la bonne manière pour justement ne pas Ouais. se prendre ce grand endpoint, tu vois. Parce que Diego Lopez Vraiment. frappe très fort, mais c'est pas tout pour rien. Ah oui, t'as C'est pas des le gens qui frappe sont allés au clean à bout, hein. Topuria, c'est pas le high kick de Makhachev. Voilà. Et Donc, encore, on l'a dit, le high kick de Makhachev, tu vois, il l'ouvre. il a même pas éteint. Ouais, c'est-à-dire que derrière, il est là, bah quoi? Bah, quoi on continue pas le combat, quoi? Mais frérot, t'as le Grand Canyon au milieu du front. Ouais, mais quand même, quoi, tu sais. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le seul qui l'a vraiment éteint, c'est Topuria. Mais parce qu'il lie la précision technique, la précision, avec sa frappe, sa grosse frappe. Et c'est La pour ça d'ailleurs pureté, qu'il met ouais, ouais, KO la un Holloway. pureté technique, le crochet, Eh oui, c'est trop. eh oui. Et ça, c'est rare sont ceux qui font ça, quoi. Donc voilà. Et ça, tu le retrouves qu'une seule fois. Donc bon, effectivement. Voilà les pronostics. N'hésitez pas à nous dire, vous, vos pronostics en Ça commentaire, colle, hein. hein. Sur, C'est très sur les codes intéressant. de Paris, Volca, Ouais, il est bien favori. ouais, ouais, ouais. C'est assez logique, hein. C'est assez logique. On enchaîne avec Michael Chandler contre Paddy Pimblett. Paddy the Baddy. Donc, on a déjà un Tale of the Tape. On a un
Chandler, qui fait 1m73, ce petit bonhomme, cette petite boule de muscle, avec une allonge d'1m81,6. On a 23 victoires, 11 KO, 7 soumissions, 5 décisions, 9 décisions, 9 défaites, pardon, excusez-moi. Je vous ai dit le week-end était long. 4 KO, 1 soumission et 4 décisions. Et on n'a pas Pimblet qui fait 1m78, qui est plus grand, qui a une plus grande allonge d'1m85,4. C'est pas si énorme que ça l'écart, mais il y a quand même de plus d'allonge pour lui. On a 22 victoires. Donc 6 KO, 10 soumissions et 6 décisions, et 3 défaites avec 1 soumission et 2 décisions. Écoute, ce combat, et comme je t'ai dit hier, j'ai regardé les combats, je sais pas quoi en penser. On sait que déjà dans l'esprit, Chandler est un passe-plat pour un Paddy Pimblett parce que ça reste un nom. Et là, ils ont besoin de faire monter des nouveaux profils, et Paddy Pimblett est un profil à faire monter. Il sort d'une victoire sur Bobby Green qu'il a éteint, enfin qu'il a soumis et qu'il a endormi là où personne ne l'avait fait avant. Maintenant, Bobby Green, on a vu que c'était un Bobby Green sur le déclin, puisqu'on l'a vu sur sa dernière sortie où il prend le coup de pied retourné contre j'ai perdu son nom, Ruffy, Mauricio Ruffy. Donc ouais, on a vu que bon, c'était pas ça. Déjà, c'est Bobby Green qui chie complet parce que il vient, il saute dans ses jambes, il plonge dans ses jambes. Va savoir pourquoi. Mais je pense que parce que les kicks de Paddy Pimblett les mal. calves de Paddy, c'est quelque chose. Ouais, parce qu'on l'a vu aussi contre comment dire, genre El Kwikwi. Tony Ferguson. Contre Ferguson, on a vu que son travail sur la ligne basse, il était très très bon. Maintenant, quand je vois le combat contre justement Bobby Green, dès qu'il y a un peu de pression de Bobby Green en anglaise, tu le vois, il est sur le reculoir au point de perdre son équilibre à la cage. Il a les mains basses, il a le menton à la fenêtre. Ça fait vraiment très peur. Alors ouais, il a les mains basses, il les a toujours eu basses. Il n'a jamais pris de KO jusqu'à présent. Ouais. Après, là, c'est vrai que lui aussi, en comparaison avec l'autre combat, dans une moindre mesure, lui aussi, c'est un gros test. Lui aussi, il est balancé en avant, parce que Chandler, même si ça reste un mec qui est sur pas mal de défaites, mais il faut regarder contre qui. C'est ça. Chandler, on l'a dit plein de fois ici, hein, c'est Monsieur Spectacle, c'est le mec qui est capable du meilleur comme du pire. Et qui très souvent perd même des combats à cause de mauvais choix, plus que par... il perd lui-même, en fait. Tu vois, des fois, c'est lui qui se fait perdre le combat quand il a des chemins de victoire tout tracés. Donc, c'est très difficile d'analyser un combat de Michael Chandler et de le pronostiquer surtout. Faire une analyse, tu peux donner un pronostic sur Michael Chandler, c'est quasi impossible. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, comme tu l'as dit, tu vois, c'est un combattant qui a affronté, qui a perdu contre l'élite, il a perdu contre Oliveira, il a perdu contre Poirier, il a contre Gaethje, et tu vois, contre Oliveira, il l'a mis knockdown et il a réussi, enfin, il était pas loin de gagner contre lui. Contre Gaethje, il l'a mis knockdown et après il fait le con, et on tombe sur un Gaethje qui avait du répondant en boxe, qui a pu lui rendre la monnaie de sa pièce derrière, qui avait une défense de lutte qui était extraordinaire. Alors, Paddy Pimblett, il est pas mauvais en défense de lutte, hein, mais c'est pas Gaethje non plus. Tu vois, c'est pas le même niveau. C'est quand même quelqu'un qui, dans un premier round, peut éteindre n'importe qui. On va pas se mentir. On se souvient de Dan Hooker. On sait que Chandler, s'il fait pas le con et qu'il fait ses enchaînements en commençant par le corps pour remonter à la tête, derrière, voilà, ouais, mais ces derniers temps, tu vois, il avait tendance à l'oublier et à chasser la tête. Et c'est un vrai problème. Mais s'il fait du corps-tête, qui rentre avec son bras arrière au corps pour remonter à la tête, il peut mettre KO n'importe qui. Franchement, s'il fait ça contre Paddy, parce que pour moi, le chemin de victoire, il est là, notamment à cause de sa garde qui est très basse, s'il fait ça, il le déconnecte. Oui, je pense aussi. Et je pense qu'il le finit en grand and pound, tu vois. C'est con à dire, mais tu vois, j'ai du mal à analyser ce combat parce que pour moi, alors j'ai entendu des gens dire Chandler, il va prendre sa soumission et puis voilà, ça y est, on va l'envoyer à la retraite. Alors oui, Paddy Pimblett, il est capable de soumettre n'importe qui. Mais Chandler, faut pas oublier ce que c'est en termes de défense de soumission.
Faut pas oublier qu'il a eu 2 fois Oliveira dans son dos, qu'il n'a pas soumis. Faut pas oublier qu'il avait Oliveira il a réussi à mettre Oliveira dans un bretzel dans le premier round du dernier combat où il était incapable de venir et de le soumettre parce qu'il s'est très bien placé. Faut pas oublier que c'est un lutteur d'exception. Il a qu'une soumission de Chandler et ok, c'est pas le meilleur finisseur qu'il lui met, c'est Poirier. Mais il ne faut pas oublier le contexte. C'est ça. Que le mec il avait le nez pété. En sang, donc déjà, en fait, il s'étouffait lui-même dans son propre sang. C'est donc ça. Défendre la soumission, c'est plus un abandon de je peux plus, tu vois, que de techniquement. Donc, les gars, si vous n'avez jamais combattu, vous savez pas ce que c'est que d'avoir du sang coagulé dans la gorge. Mais bon, pensez, vous avez une bonne bronchite, là, une bonne grippe, vous avez les sinus pris, puis vous savez cette petite morvasse là dans la gorge là, où vous arrivez même pas à parler, vous savez, vous êtes là, on vous entend tous là. Vous avez tous vécu ça une fois dans votre vie. Je suis malade. Et t'as Poirier qui t'étrangle en parallèle. Donc déjà que t'es là, tu cherches ton air quand tu te bats avec ton oreiller la nuit, et là t'as Poirier qui vient, qui est dans ton dos et qui te fait un gros câlin. Donc pour le coup, ça peut s'expliquer que à ce moment-là il tape. Il avait du sang coagulé, on l'a vu. Hein, d'ailleurs cette scène dégueulasse où il lui met son sang coagulé sur le visage. Mais oui, là c'était normal. Mais même si Paddy Pimblett est un mec au sol très très fort, un finisher, on l'a dit, hein, c'est 10 soumissions sur 22 combats, donc il a la moitié de ses sur 22 finishes, donc sur 22 victoires, pardon, excusez-moi, je me corrige moi-même, c'est la moitié de ses combats de ses victoires qui finalisent. Mais là on est face à quelqu'un qui déjà de base, avant de le stabiliser, a un scramble de malade. C'est-à-dire déjà là-dessus, pour venir le maintenir au sol, ça va déjà être très très compliqué. Au contraire, je pense que s'il y a quelqu'un qui va amener et qui peut avoir des chemins pour contrôler, ça sera plus Chandler, qui a un chemin en plus vers le dos de contrôle qui est très fort. Tu vois, s'il est sur les bons rails, honnêtement, je pense même qu'il peut même gérer du Paddy Pimblett au sol sans prendre de risques. Alors, s'il se retrouve au-dessus, ouais. Le seul truc que j'ai peur, moi, c'est sur les scrums, justement, où tu as un Paddy qui pourrait prendre le dos parce qu'il est très bon sur ses prises de dos. Il y a quand même ce chemin-là où choper une soumission opportuniste, parce que c'est quelqu'un d'opportuniste et c'est surtout quelqu'un qui a cette capacité à finir le combat comme un mec, le knockout power, bah lui, c'est en soumission. C'est-à-dire que s'il te chope la tête, ok, t'es sorti contre tout le monde, mais lui, c'est vraiment le genre de profil où s'il a la guillotine, tu vas taper. Parce qu'il a ce truc de finir, justement. Donc, ouais, attention à ça. Pour revenir juste, pour clôturer sur le debout, parce qu'il n'y a pas un milliard de choses à dire, il y a quand même un truc que Paddy fait très bien et qui gêne Chandler, c'est les calfs. Avec la posture de Chandler, on l'a déjà vu, on a déjà vu tituber sur des low kicks. Il y a ça à mettre en place. Maintenant, Chandler, ça reste quand même un putain de guerrier, Chandler. Tu peux lui casser la jambe autant que tu veux. On l'a vu dans, je sais plus dans quel combat au Bellator, où le mec, il boite complètement, mais il reste là à balancer ses parpaings. Donc, tu le finiras pas sur ça. Tu le finiras pas sur ça. Et j'ai du mal à voir Paddy. J'ai du mal à voir Paddy le mettre KO debout. Hein. Bah oui, moi aussi. Bah parce que tout simplement, sa grande force, c'est ses jambes. Tu vois, c'est ses kicks. Donc oui, non, moi aussi, j'ai du mal à le voir l'éteindre. Enfin, rares sont ceux qui vraiment l'ont mis knockdown, tu vois. Ah, clairement. C'est pour ça que le chemin de victoire le plus clair pour moi, pour Chandler, il est debout. Il est debout parce que c'est là où il aura le plus clair avantage pour moi. Même si, comme tu le disais, je peux le voir le dominer au sol, le contrôler et prendre ses rounds comme ça reste le chemin le plus risqué. Bien sûr, ça je suis d'accord. Parce que effectivement, il a une grosse faculté à soumettre et surtout à étrangler. Mais bon, enfin, vraiment quand j'ai vu ce combat-là, je me suis dit ouais, il y a pas grand-chose à dire. Enfin, techniquement, c'est pas extraordinaire, tu vois. Et surtout, on a déjà vu un Paddy Pimblett se faire dominer debout, même collé à la cage et tout ça. On a vu des combats laborieux. Je sais plus c'était quoi le nom de son adversaire là où justement on l'a donné vainqueur et puis il était pas, enfin, tu vois, c'était pas. Je sais. Ou c'était parlait de vol même. Ouais. T'as son nom là. C'était Jared Gordon, je crois. Ouais.
Ouais, bah, c'est le seul combat qui va à la décision, de toute façon. Après, c'est C'est ça. Donc après, faut jamais sous-estimer Paddy Pimblett parce qu'on dit ça, mais faut pas le sous-estimer. Moi, comme je vous ai dit, hein, je pense qu'il y a il y a quand même une cabale contre lui en disant qu'il est nul et tout ça, mais il a Non, non. prouvé quand même étape après étape qu'il passait justement les étapes et qu'il savait aller s'en sortir et montrer son niveau. Il a un très bon niveau. Moi, je l'ai toujours su. Je vous dis, depuis que je l'ai découvert au Cage Warrior, j'ai toujours senti que c'était un combattant qui était très fort et qu'il fallait Moi, pas j'étais assez dur, sous-estimer. hein. J'étais assez Toi, dur t'étais dur avec lui. Ouais. sur ce que je voyais parce que je n'étais pas convaincu du tout, notamment sur le choix des adversaires où ouais, ça mettait du temps à monter en fait. Et sur sa dernière perf, même sur le combat contre Ferguson, hein, qui reste un Ferguson en fin de vie, ok, mais qui était encore dangereux, Ferguson. Mhm. Bah, on l'a vu justement contre ce même Michael Chandler qui gagne le premier round et tout ça. Ouais. Donc là-dessus, Ouais, ouais. ouais. Et le dernier combat contre Bobby Green, c'est quand même fort ce qu'il fait. C'est quand même fort, la manière d'aller chercher ce triangle. En fait, tu sens vraiment que c'est très fort au sol. C'est vraiment très fort au sol. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Mais de toute Et je façon, vois écoute, ses vidéos d'entraînement. Je sais pas si tu en as vu plein mais oui, tourner. voilà, c'est ce que C'est j'allais dire. vraiment très, très propre. C'est vraiment un jeu que je kiffe voir. Il a un vrai, vrai sol. Mais c'est ça, tu vois, moi je me souviens notamment d'une vidéo où il faisait un tournoi dans son club où en fait tout le monde affrontait tout le monde dans le club et à la fin, enfin tu vois, peu importe le poids, tu vois, c'est un absolu de complet. Il y a du monde dans son club et c'est un bon club de jiu-jitsu brésilien, tu vois. Et il avait battu tout le monde, il avait soumis tout le monde, tout le monde. Non, non, il est vraiment très fort. Et quand tu parles de la soumission contre Bobby Green, si vous vous en souvenez pas, c'est Bobby qui saute dans ses jambes, il prend la guillotine, et de la guillotine, il arrive à monter ses jambes suffisamment hautes pour attaquer le triangle, et il termine, il endort complètement Bobby Green, ce qui n'était jamais arrivé avant. Donc oui, non, il a ce pouvoir de finish. Maintenant, avant d'arriver à la soumission, il faut passer par le striking. Et dans le striking, quand je vois son début de combat contre Bobby Green et que je vois que tu sais, dès que tu as un mec en anglaise, tu sentais peut-être un trop grand respect, une crainte de l'anglaise de Bobby Green. Tu sais, tu le vois, tu sens dans ses yeux il manque un peu de confiance. Tu vois, Ouais. alors après, oui, il a su être opportuniste, mais tu vois, s'il tombe, s'il perd son équilibre, c'est parce qu'il recule de la mauvaise manière. Son footwork, il n'était pas propre, il n'était pas. Enfin, tu vois, c'était pas un footwork confiant, tu vois. C'était un footwork genre, merde, putain, il avance sur moi, ah merde, je suis tombé. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, après, ça fait mal, les sides dans les genoux, les coups de pied d'arrêt, les calf kicks et tout ça, oui. Mais quand Chandler, il va passer la première en début de round, début de premier round, tu vois, et qui va accélérer et qui va lui mettre la pression et qui va envoyer tout ce qu'il peut, c'est là où je me dis, autant Chandler, il a respecté véritablement Oliveira, et tu sentais que là, dans ce combat-là, c'est lui qui craignait Oliveira. Tu vois, il avait peur de prendre un knockdown, tu le vois fuir, tu le vois. Enfin, je sais pas, Ah, il Oliveira, était il avait surdominé. une aura sur ce combat-là, tu sais, qui faisait que Chandler, tu sentais qu'il s'est mis tout de suite en dessous. Il a été Tu vois, surdominé dans tous les compartiments. Même en lutte, voilà. il s'est fait jeter. Mais vraiment, tu avais ce sentiment d'aura, tu vois, de la part d'Oliveira sur ce combat. Là, je pense que Chandler, sur Ça un va être Paddy inversé. Pimblett, justement, tu sais, justement, pâtit Mais dans ce cas-là, ça sera un avantage pour Chandler, mais tu sais, justement, de son manque de légitimité. Je pense que là, il va se dire, ouais, ce petit jeune-là, je vais le renvoyer. Je vais le renvoyer. Et puis aussi, attends, il y a un élément. C'est que quand Chandler, il affronte Oliveira, il était sur un ring rust qui était énorme, C'est ça, j'allais en parler puisqu'il dans les attendait entretiens. Connor. Il y avait ce Tu truc de vois, Connor, il y avait quasi, c'est simple, 2 ans, pile. 2 ans sans combattre. Et 2 ans, c'est là, long. ça y est. Il a remis les pieds dans une cage. Il a fait 5 rounds. Derrière, il a eu un temps fort en plus. Bon, alors avec ce côté Dans le toujours un peu dernier. litigieux, on va pas revenir dessus, des coups, des frappes derrière la tête et tout ça. Mais il a eu des temps forts avec Oliveira. Tu vois, donc ça peut le remettre en confiance. Et là, contre un Paddy Pimblett, je pense que il va vraiment, tu sais, il va vraiment moins le respecter, il va enclencher la marche avant. En plus, c'est 3 rounds. Tu vois, c'est pas 5 rounds, donc 3 rounds, il peut lâcher les chevaux. Parce qu'on sait qu'il Ouais, pâtit dans le cardio, mais c'est il va un- lâcher les chevaux ouais, mais dès le même début. ça, tu vois, tout le monde parle du cardio de Chandler. Moi, je trouve quand même que pour le rythme qu'il met, ça reste un mec qui a un bon cardio, hein, Chandler, hein. Pour le physique qu'il a, l'explosivité qu'il a, c'est un mec qui reste dangereux jusqu'à la fin du combat, hein. C'est pas le genre de mec où tu te dis, passer le deuxième round, c'est bon, j'en fais ce que je veux. Moi, je trouve qu'il reste quand même assez dangereux sur toute la durée du combat.
Non, je suis d'accord, mais parce qu'aussi il a de la résilience. C'est-à-dire que s'il y a un truc qu'on peut pas lui retirer, et ça c'est un truc on le voit, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a ce physique-là et tout ça, c'est que le mec il va au bout des choses. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce mental pour aller au bout des choses. Même s'il est épuisé, il continuera à avancer. Tant qu'il aura un peu d'énergie, il continuera à avancer. En fait, tu sens que, avant tout, et c'est pour ça qu'il fait des combats aussi extraordinaires, c'est que c'est un mental de malade, Chandler. Et justement, tu vois, un Paddy Pimblett, on va voir s'il est capable, en fait, d'avoir le mental d'un top 5 UFC. Parce que là, on est là, en fait, on est dans cette discussion. Tu sais, on l'a souvent dit, pardon, les restes de la compétition, on l'a souvent dit. Il y a l'avant top 15, le top 15, le top 10, le top 5 et le top 3, et après le niveau champion. Vraiment, on le dit, mais parce que c'est vraiment très important. Il y a vraiment un step à passer dans toutes ces strates-là. Quand tu arrives dans ces strates, c'est là où tu montres que tu as la capacité d'y être, en fait, tout simplement. Et tu en as certains, parce qu'on parlait de Cory Sandhagen la dernière fois, qui est dans le top 5, mais qui n'est pas dans le top 3, qui n'est pas de niveau champion. Tu vois, c'est vraiment, voilà, il y a des gens qui seront toujours au-dessus de lui. Il a du mal à passer ce step. Là, Paddy Pimblett, il est dans le top 15, c'est bon, il est légitime. Il n'y a pas de problème, il a mis le tampon, c'est bon, il est légitime au top 15. Sauf que là, il va passer tout de suite dans un niveau top 5. Parce que Chandler, je le mets dans un niveau top 5 UFC. Ah, pas moi. Moi, je le mets dans un top 10, mais pas dans un top 5. Il a montré qu'il était compétitif, alors il se fait battre, hein, mais qu'il était compétitif avec le top 5. Alors oui, son positionnement peut-être, mais quand tu vois les guerres qu'il a fait avec tout le monde, avec Poirier, avec Gaethje, avec Oliveira et tout ça, pour moi, ça lui donne une légitimité à l'être, pas à être le meilleur du top 5, mais pour moi, je le mets dans ce dernier quintet, tu vois. Même si c'est pour moi le dernier. Hein. Allez, c'est le 6e, tu vois. Mais je le mets dans ce niveau-là. Top 5 parce qu'il a perdu contre tous les mecs du top 5. Je peux pas le mettre top 5. Certes, mais tu sais, on sait pourquoi il perd aussi. Ouais, mais en fait, on sait pourquoi il perd et justement, c'est justement pour ça que je le mets pas dans le top 5. C'est qu'on est obligé de prendre en compte ce fait qu'il soit un peu imbécile. Oui, certes. Et en tout cas, dans l'adversité, pour moi, il est bon. Enfin, tu vois, il est dans le top 5. Il est classé combien là aujourd'hui? Il est 7. Il est 7. Ouais. Ouais, mais quand même, je sais pas. Moi, il y a vraiment ce truc, même si je suis d'accord avec toi. Hein, pour moi, il gagne pas, mais en fait, c'est. Il gagne pas, mais il peut gagner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai ce truc-là, il gagne pas, mais il peut gagner. Je suis d'accord avec toi, mais c'est valable pour tout le top 10 quasiment, là, quand je vois les noms. Tu vois, Gamrot derrière lui, il peut faire des combats de fou contre tous les mecs qu'on a cités. Fiziev aussi. Non. Chandler, il a quand même ce Dana White privilège, le fait d'être très ami avec Dana White qui fait qu'il reste quand même très bien classé malgré toutes ses défaites. Maintenant, voilà, comme tu le dis, ça reste un mec qui, sur une frappe, peut me éteindre n'importe qui. On est d'accord. Et même sur un combat intelligent, il peut battre n'importe qui. Enfin, tu vois, il peut gagner. Mais oui, non, mais on est d'accord, mais parce que. La question ne se pose pas. Non, mais après, attends, parce que nuançons le propos. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pourquoi il fait pas des combats intelligents? Parce qu'il a compris que c'était pas son rôle à l'UFC. C'est-à-dire que Chandler, qui fait des combats intelligents, il n'a pas ce même privilège à l'UFC. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dana White, il a dit de lui, texto, cet homme aura toujours sa place tant qu'il le souhaitera à l'UFC. Parce qu'il apporte quelque chose qui est au-delà de la victoire. Tu vois. Et il l'a compris, et c'est pour ça qu'il donne de sa personne et de sa santé pour faire ses guerres au point d'en perdre les combats. Tu vois, moi, je suis persuadé qu'un combat contre Gaethje, s'il avait mieux géré son combat, il le remporte tous les jours. Donc, pour moi, c'est pour ça que je te dis qu'il est au niveau. Et là, tu vois, je pense que contre Paddy Pimblett, j'ai plus de mal à le voir contre un mec plus bas, parce que là, c'est, en fait, il faut voir tu vois, quand t'es contre le top 5, tu te dis, voilà, mon rôle, c'est de faire ça. Quand t'es contre Paddy Pimblett, effectivement, son rôle, c'est de faire le passe-plat. Si ça foire, donc l'UFC, en fait, c'est ceinture bretelle, tu vois. C'est-à-dire, dans un cas, on maintient un Chandler qui nous vend des pay-per-view et qui vend l'UFC comme jamais. Et dans l'autre cas, on a un Paddy Pimblett, on a un profil qui monte.
tu vois, et qui, pareil, est bien médiatiquement, tu vois, qui a des followers et tout ça, et on peut le propulser un peu plus vite vers les hautes sphères. Mais Michael Chandler, il a conscience, là, que s'il perd, c'est contre Paddy Pimblett. Et autant tu peux justifier le fait de te maintenir quand c'est contre Oliveira, contre Segeji, contre ses Poirier, tu vois, mais quand c'est contre Paddy Pimblett, tu peux plus. Et je pense qu'on va retrouver un Chandler un peu plus peut-être intelligent dans sa manière de combattre. Je me trompe peut-être, tu vois, je vais pas dire sûrement, je me trompe peut-être, mais je le sens comme ça. Je sens que là, il va s'assurer la victoire, comme il s'était assuré la victoire contre un Tony Ferguson, tu vois. Où tu sens qu'il y a des profils où, bon, voilà quoi. Ouais, moi je suis pas convaincu parce que je pense vraiment que les choix. En fait, je pense qu'il manque de lucidité dans le combat et que c'est pas vraiment, comme tu dis, une volonté de faire du spectacle parce que quand on lui demande d'être intelligent, il a un style hyper explosif, etc. Donc quoi qu'il se passe, il y aura du spectacle. Quoi qu'il se passe. Dans le combat contre Gaethje, il le domine à un moment, il le touche debout, etc. Mhm. Rentrer dans ses jambes ne donne pas plus de spectacle. C'est juste une erreur. Au contraire, finis-le debout. C'est ça que les gens demandent. Donc en fait, les choix qu'ils font ne sont même pas des choix forcément de spectacle, c'est juste des erreurs. Il fait des erreurs. Ouais, mais c'était pas le cas au Bellator. Enfin, tu vois, c'était moins le cas au Bellator. C'est qu'il est capable de faire autrement quand même. Ah, mais l'opposition était un peu moindre. Ah, Benson Anderson quand même. Si je reprends les exemples avec Benson Anderson, tu vois, c'était quand même c'était quelqu'un qui était très bien classé à l'UFC, tu vois. Enfin, tu vois, c'est une grosse opposition, tu vois. Ouais. Ouais. Moi, je te dis, j'ai beaucoup de mal à voir. Alors qu'il n'a pas grand-chose à faire hein, pour être intelligent. Là, on lui demande pas la lune. Hein. Le game plan, finalement, pour battre Pimblett, c'est de rester debout et de faire du Chandler. On ne Ouais. lui demande pas de faire un game plan super travaillé. Fais ce que tu fais habituellement debout et défends les amener au sol. C'est tout. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te dis que c'est possible. Ah, mais je le mets favori, moi, dans ce combat. Hein. Parce que son chemin de victoire, il est tout tracé pour son style. Maintenant, on n'est pas à l'abri que sur un coup de tête, le mec rentre sur un gros double leg Et puis ils prennent une et se fasse guillotine. contrer salement sur une guillotine. C'est un truc bête. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, on va vite être fixé de toute façon. Mais je sais pas, je sens que, tu vois, je sais pas, Et je le ça se tient, sens. c'est vrai que ça se tient ce que tu dis, le fait de s'en foutre un peu de perdre contre le top 5. Par contre, le mec derrière, tu te dis non, lui, je peux pas le laisser passer. Lui, je suis obligé de gagner. Tu le prends Bah, en pas de fait, la si tu même veux manière, le continuer à coup. faire des gros chèques, bah oui, tu veux continuer à faire des gros chèques, il faut que tu colles avec ce top 5 en fait. Donc tu peux pas te Ouais, permettre de descendre trop bas dans les classements. ouais, clairement. Donc, et surtout, en plus, tu gagnes contre Pimblett. Tu vois, mais comme tu es bien vu par l'UFC, ça te redonne peut-être une potentielle chance de refaire un fight contre. Tu vois, de redire, ouais, je veux le champion, machin, et au final, Et bon, bah, tu n'auras pas le champion, mais on va te donner un top 5 qui est sur une déjà, défaite, ouais. tu vois. Et tu peux faire une BMF, tu peux. En tout cas, tu restes haut classé pour faire des combats qui vont te rapporter suffisamment. C'est vrai que Chandler, ça reste un mec, moi je suis persuadé, il est sur un ou deux KO d'un combat pour la ceinture. Hein. J'en suis certain. Sorti Bien de nulle sûr. part, ça serait pas légitime, mais si l'UFC et Dana White peut le pousser, ils vont le pousser. Et comme tu dis, un combat BMF, tu vois. Ouais, alors BMF, en Tu plus, vois, contre. il serait légitime. Hein. Bah oui, Son style dans la cage fait qu'il est plus que légitime à combattre pour la BMF. Hein. Et ça serait un combat super excitant. bah, contre Holloway, Holloway, mais bien sûr. Holloway Chandler, c'est quelque chose. Hein. Tu sais, encore une fois, comme pour un Poirier, tu lui mets un dernier combat en carrière avec un titre BMF en jeu. Parce que Chandler, on va pas se mentir, il est sur la fin aussi, tu vois. Donc, donc tu lui mets un dernier combat en carrière avec ça, tu vois, c'est très bien. Tu vois, ça suffit. Ouais. Donc bon, est-ce que tu as des à côté, à part celui de tout à l'heure? Non, je rien vu de particulier tourner. Non, moi non plus. Moi non plus. Enfin, en tout cas, après, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps. Vraiment, je vais être très honnête avec nos auditeurs. J'ai eu un week-end très chargé, très peu d'heures de sommeil et j'ai travaillé tout ce que j'ai pu sur ce podcast.
Mais bon, on peut pas, au bout d'un moment, on peut pas en faire rentrer dans des ronds, dans des carrés, et j'ai fait ce que j'ai bu. Donc ouais, non, j'ai pas trop d'à côté sur ce combat. Je vais même être très honnête, j'ai pas pris de notes sur ce combat. J'ai juste regardé quelques combats, c'est tout. Donc tout est dans l'impro, les gars. Tout est dans l'impro. Et oui, pour une fois, j'ai pas été carré dans le travail. Donc, en même temps, je suis allé à Villebon-sur-Yvette, les amis. Vous voyez loin, bah c'est après. Donc même le temps de trajet, déjà pour rentrer, déjà ça me prenait du temps sur comment dire, la création de ce podcast. Donc voilà. Pronostic, bah écoute, hein, je crois qu'on est plutôt d'accord là-dessus. La logique veut que ça soit un KO, de Chandler sur Pimblet, donc qui n'a jamais été mis KO. Hein. Ça serait une première. Hein. Honnêtement, ça serait une première. Il a jamais été mis KO en carrière. Donc bon, est-ce que ça sera le premier? Ouais, moi je reste quand même sur du. Je reste quand même sur du 60-40 en pourcentage. Ouais. Ouais. Où je mets Chandler par KO ou TKO. Rapidement. S'il doit l'éteindre, il va l'éteindre rapidement. Je pense Ouais. même Premier round. Ouais. premier Ouais. round, Je suis début de d'accord. deuxième. Une Danouker, Et en fait. sinon, En fait, moi, c'est le chemin, c'est de nous faire une Danouker. Tu vois, c'est vraiment ça. c'est exactement ça. Et à l'inverse, je vois pas Pimblet gagner à la décision. Parce que si le combat dure, je pense qu'il va prendre des temps forts. Chandler, il sait prendre des temps forts, surtout sur 3 rounds. Et debout, le différentiel de puissance et de niveau, je pense qu'il a l'avantage de Chandler, donc je le vois pas, et je le vois pas l'amener en plus. Le seul chemin que je vois pour Pimblet, c'est sur une erreur de Chandler, et je la vois arriver. En fait, je la visualise. Je vois Chandler toucher et shooter et prendre une guillotine. Ouais, mais le problème, c'est que Chandler qui touche, ça sonne. Donc après, il faut être assez lucide pour prendre la guillotine. Et tu sais, ça reste oui, d'accord. Et effectivement, il a un sacré pouvoir de soumission et tout ça. Mais comment dire, les lutteurs, ils ont aussi cette faculté à sortir la tête facilement. Tu sais, les vrais lutteurs. Tu vas prendre des angles et sortir la tête assez facilement. Tu sais, d'une attaque à la tête, tu vas en fronted lock, de sprawl ou de quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même du mal. Maintenant, Pimblet, c'est un génie de la soumission. Franchement, pour le coup, hein, c'est vrai. Hein, faut vraiment mettre du respect sur le sol de Pimblet. Donc, écoute, pourquoi pas. Effectivement, il y a un chemin là-dessus. Mais bon, comme on a dit, rares sont ceux qui ont réussi à soumettre Chandler. S'il soumet Chandler, honnêtement, je remets le deuxième pied dans le train de Pimblet. Ouais, c'est clair que soumettre Chandler, c'est vraiment bon signe pour la suite. Ça veut dire qu'il est potentiellement capable de soumettre n'importe qui. Ouais, je suis d'accord. Bref, de nouveaux pronostics, ça nous intéresse. Qui vous voyez, ouais, je veux bien avoir votre son de cloche là-dessus sur ces deux combats. On finalise et on finit avec Nora Cornell qui va combattre en premier combat de cette UFC 314, en premier combat de la pré-prélim contre Hailey Cowan. Donc Nora, c'est 1m70 pour une allonge d'1m70,2. Bon, bah voilà, elle a les ratios bien proportionnés. C'est 8 victoires, 6 KO, une soumission et une décision. Et elle a 2 défaites contre Jacqueline Calvacanti, les 2 à la décision. Et on a une Hailey Cowan qui fait 1m73. Donc un peu plus grande, mais par contre la même allonge, mais vraiment la même allonge, 170,2 cm. Et elle est à 7 victoires. C'est un peu c'est le même nombre de combats, hein, les deux. 7 victoires, 2 KO, 2 soumissions, 3 décisions et 3 défaites, 2 soumissions et une décision. Jamais de KO pour Miss Hailey Cowan. Est-ce que c'est la première fois qu'elle va en prendre un? C'est possible. Pour le coup, hein, c'est en fait Nora Cornell c'est une strikeuse d'élite avec la boxe taille. Elle a un pouvoir de KO, on l'a vu, que ça soit au corps, que ça soit à la tête, là-dessus, il n'y a pas de souci. On le voit, hein, son ratio de finish, hein, elle a 6 KO sur 8 victoires. Donc on sait qu'elle est capable de le faire, elle est puissante. Hailey Cowan, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est une combattante qui est plutôt variée, pas extraordinaire sur tous les aspects, mais en tout cas, c'est une combattante de MMA complète. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas de point fort particulièrement.
peux pas la mettre dans une case plus strikeuse, plus lutteuse, plus grappleuse. C'est vraiment le MMA, quoi. Le MMA, mais rien de fou dans aucun domaine. Mais elle se défend. Elle se défend dans tous les domaines. Ouais, elle se défend dans tous les domaines. Par contre, tu sais, elle a fait un combat à l'UFC et elle perd à la décision unanime. Bon, écoute, pour moi, ce combat, il était quand même vachement accroché. Hein. C'était un combat enfin, tu vois, c'était pas son adversaire, elle l'a pas dominé non plus extraordinaire, parce qu'en striking, elle a fait quand même de belles choses. Elle a de très bonnes jambes, beaucoup de pierres tournées et tout ça. Enfin, tu sens que voilà, elle y va. Tu sais, on parle de KO, franchement, qu'elle a jamais pris de KO, mais je comprends parce que dans ce combat-là, alors après, je connais pas la force de frappe de son adversaire, c'est sûrement pas celle de Nora, mais elle a pris un high kick plein pot et elle a pas bronché une seule seconde. Ouais. En lutte, écoute, elle a peut-être pas un ratio d'amener au sol qui est extraordinaire, mais elle a du contrôle cache qui est plutôt pas dégueu. Et puis quand elle se plonge dans les jambes, elle peut t'amener quand même. Elle a un bon timing. Au sol, moi, je trouve qu'elle s'en sort pas si mal que ça, parce qu'en plus de ça, j'ai vu des vidéos d'elle où elle combat en grappling sur des petites compétitions, tu vois. Mais tu vois, ça veut dire qu'elle met l'accent quand même sur le sol. Donc techniquement, je pense qu'elle est pas mauvaise. Maintenant, tout ça peut être gommé par la puissance physique de Nora, en fait, tout simplement. Parce que, il faut le dire, hein, elle est passée entre nos mains, on le sait, elle a une énorme puissance physique. Elle met un gros accent sur la préparation physique. Donc que ça soit en termes de frappe, où elle a son pouvoir de KO, que ça soit en termes de lutte à la cage, où elle va pouvoir reprendre le contrôle. Sur les phases de clinch. Et au sol, pour les renversements et tout ça, enfin, tu vois, elle a cette faculté naturelle, en fait, pour le coup, au sol, elle est très naturelle. Ouais, et elle trouve des angles pour renverser la situation. Ça va payer. Maintenant, je pense que si le combat dure et qu'elle n'arrive pas à la mettre KO, tu vois, j'ai peur de le côté frustration de Nora. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais le combat il est accroché, qu'il est serré, parce qu'il faut pas enterrer Ellie Cowan trop vite, hein, non plus, hein, parce que vu qu'elle a plusieurs armes et plusieurs chemins, tu vois, elle peut quand même être assez frustrante. Et si elle n'arrive pas à la mettre KO et que tu sens que elle l'amène au sol régulièrement et qu'elle arrive à capitaliser un petit peu, qu'il y a du contrôle cage, qu'elle arrive quand même à la toucher un petit peu debout, tu sais, j'aurai toujours cette incertitude sur Nora de son côté mental qui va bien quand tout va bien. Et on l'a vu encore contre justement Jacqueline Calvacanti, où quand elle est un peu dominée, où là, elle est dans un tunnel où elle perd ses moyens, tu sais, où elle écoute plus ses coachs, où elle va gueuler sur ses coachs, où, enfin, tu vois ce que je veux dire, et il y aura cette frustration qui fait que derrière, elle peut faire les mauvais choix et perdre un combat à la décision bêtement, tu vois. Ouais, mais j'ai beaucoup de mal à voir Cowan l'amener au sol. Je pense pas qu'elle va l'amener au sol. Je suis quasi sûr parce que c'est à peu près 20% de réussite au takedown, Cowan. Ça va être compliqué d'amener Nora qui est quand même assez stable. Tu l'as dit, elle est très puissante. Il y a le niveau d'opposition aussi qui n'a pas du tout été le même. Hein. Nora, elle a pris des clientes quand même à l'UFC. Hein. Elle a pris des noms bien plus reluisants que les noms qu'a affronté Cowan. Tu vois, ne serait-ce que sur son combat d'entrée, quand on était avec Jocelyn Edwards, ça reste un combat très dur. C'est une combattante très dure. Oui, qui a beaucoup d'expérience. Cavalcanti, c'est très très solide debout. Enfin, même en MMA tout court, c'est très solide Cavalcanti. Donc il y a quand même un gros différentiel d'opposition qu'ils ont eu dans leur carrière, je trouve. Et je pense je pense quand même qu'il y a une classe d'écart. Hein. Il y a une classe d'écart. Après, tu l'as dit, elle est assez complète. Cowan, elle est assez complète, donc il y a toujours match. Mais je pense quand même que je mets Nora assez largement favorite. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, quand tu prends comment c'était son adversaire, la deuxième, Mullins. J'ai plus son nom. Comment? Mullins. Ouais, Melissa Mullins. Bon, c'était une grosse adversaire, mais c'était un contexte particulier, hein, visiblement. Enfin, tu sais, des offs qu'on avait eu. La meuf, elle était en plein divorce, elle avait pas fait une énorme prépa. Enfin, il y a eu la perte de poids où il y a eu, donc tu vois ce que je veux dire. Mais non, attention,
Et bien sûr que c'est son problème. Mais je veux dire, tu sais, quand tu parles de niveau d'adversité, là, c'était un combat où l'adversité qui était promise, en soi, elle était biaisée par le fait tu vois, d'avoir eu tous ces trucs-là. Maintenant, effectivement, contre Edwards, il n'y a rien à dire. Effectivement, c'était une Edwards qui était en pleine possession de ses moyens, qui était une combattante avec de l'expérience et tout ça. Et pour comment dire, Jacqueline Calvacanti, effectivement, en plus de ça, elle avait un blueprint puisqu'elle l'avait déjà battu. Et quand tu regardes, on en avait parlé, c'était sensiblement le même combat et surtout un niveau en striking qui était très très bon. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Et puis une combattante qui était complète aussi. Donc en tout cas, avec la capacité de mettre un knockdown à Nora. Voilà, ce qui sera pas forcément le cas de la part d'une Hayley Cowan qui finalement n'a mis que 2 KO en carrière, tu vois. Donc oui, tu vois, effectivement. Le paradoxe, je trouve, avec Nora, c'est que dans cette KT, je pense que la solution pour battre Nora, c'est d'arriver à nullifier son striking et à avoir un jeu qui la dérange debout, plus que le fait d'aller chercher au sol. Parce que, alors, à part vraiment l'élite de la KT qui a un sol de fou, là, il y aura un différentiel, en tout cas pour l'instant. Mais sur le ranking où elle est, toutes les combattantes autour d'elle, là, j'en vois pas une assez puissante pour imposer son jeu au sol. Elle est dure à soumettre Nora, elle est dure à contrôler, elle est dure à bouger, elle est dure à maintenir au sol. Donc non, pour moi la solution contre Nora, elle est debout quand tu as un jeu plus kick, un peu comme elle avait Jacqueline, tu vois, plus kickboxing, travailler bien en ligne, etc. C'est ça qui va plus la déranger. Et c'est pas le cas de Cowan. Non, je suis d'accord. Je vois pas Cowan mettre en difficulté Nora debout. Je pense qu'elle va se faire déborder par la puissance. Je pense que sur les phases de clinch, elle va subir. Parce que Nora, c'est un gros clinch avec des gros genoux, des coudes. Vraiment un style mouet très marqué et très efficace en plus. Ouais, qui fait mal, ouais. Ouais, qui fait très mal, qui fait plier les adversaires. On l'avait vu son combat même contre Jocelyne, hein, quand elle a la phase de clinch où elle envoie les genoux. Franchement, tu te dis encore 1 ou 2 genoux et elle peut potentiellement la plier. Et c'est ce elle a fait plier Jocelyne. Hein, elle a fait plier, ouais, elle a fait plier. Ouais, donc sur ces phases-là, avec ce qu'on a vu, on n'a pas vu énormément de choses, en tout cas l'UFC. Elle a qu'un combat, c'était il y a 2 ans. Hein. Elle aussi, c'était il y a 2 ans, Cowan, son dernier combat. Donc il y a aussi après, ce qu'on va voir, c'est sur Cowan, c'est si elle continue à avancer sur Nora. En fait, le truc, c'est si elle prend et qu'elle assume pas la puissance en boxe de Nora, elle va pas avancer. Donc elle va se faire allumer. Tu sais, au fur et à mesure que le combat va avancer, elle va se faire allumer de plus en plus. Après, faut voir si elle arrive à encaisser, parce que visiblement, tu vois, voilà, elle encaisse. Donc si elle arrive à encaisser et à pourrir le combat. En fait, il y a aussi ça, c'est de pourrir un peu le combat, tu vois, et d'aller grinder un peu plus, tu vois. Mais bon. J'ai du mal à le voir quand même parce que effectivement, même si tu la colles à la cage, effectivement, il y a un monde où Nora, avec son clinch, elle sera meilleure. Là-dessus, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai entendu des offs qui disaient comme quoi, depuis qu'elle était rentrée dans le top 15, tu vois, elle était encore plus déterminée à s'entraîner correctement et même si elle s'entraînait correctement, mais je veux dire, tu vois, elle prend très au sérieux elle y croit encore plus maintenant qu'elle est rentrée dans le top 15. C'était une chose qui était importante pour elle visiblement et qui fait en sorte que derrière ça la motive un petit peu plus. Donc voilà. Je pense qu'elle a à cœur aussi d'effacer la défaite qu'elle a eue la dernière fois. Donc ouais, non, normalement les voyants sont au vert pour Nora sur ce combat. Tu vois, si c'est un combat, tu le disais, de toute façon pour la relancer, tu sais, par l'UFC. Ouais. Quand on en avait parlé la première fois. Maintenant, attention, c'est aussi un combat casse-gueule, c'est-à-dire dans le sens où si jamais, dans un monde du multiverse, Nora venait à perdre sur une décision ce combat-là, parce que la seule chose que je vois là-dedans, c'est qu'il y a quand même, tu sais, si je prends c'est un truc tout con, hein, je vais faire un calcul qui n'a de valeur que celui qu'on veut lui apporter. Mais tu prends une Nora, tu prends les décisions, juste le facteur décision. C'est une défaite, deux défaites, pardon, une victoire. Dans l'autre sens, c'est 3 victoires, une défaite. Donc si tu fais un calcul de merde, mais vraiment, hein, je vous dis, faut lui donner la valeur que celle qu'on veut lui donner. Mais si je vois juste les chiffres, il y en a une qui sait plus aller gagner à la décision que l'autre. Tu vois, il y en a une qui sait finir, il y en a une qui sait plus aller à la décision. Dans son ratio de victoire, là où elle a le plus de victoires, c'est la décision. Donc ça veut dire qu'elle sait quoi faire
pour aller scorer ses rounds, tu vois, et faire juste ce qu'il faut pour aller gagner un combat. Donc imagine, dans un multiverse, elle perd sur une split, tu vois, de merde. Tu vois ce que je veux dire? Là, pour le coup, c'est une Hailey Cowan, tu vois, voilà, ça te met un petit coup de frein à ta carrière quand même. Enfin, tu sais, à ton évolution dans ta carrière. Ouais, ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal à visualiser ça. Pour moi, la question, c'est plus de quelle manière elle va gagner. Et je pense que c'est ce que... Non, mais je pense que l'UFC, quand ils lui mettent cet adversaire, c'est ce qui se demande. Je pense que, en fait, c'est la façon dont tu vas gagner ce combat qui va déterminer la suite. Ouais. Parce que clairement, une Cowan, tu la mets KO. Je pense que le différentiel, il est trop marquant. Elle doit la finir. Ouais. Je Elle suis doit la d'accord. finir. En tout cas, elle doit vraiment la dominer. Bah, écoute, en tout cas, on va être fixé bientôt, hein. Donc, c'est ce week-end. Je sais pas si tu as des choses à rajouter sur ce combat. Non, non, si ce n'est, comme je te disais, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas combattu. La question, c'est, j'ai pas eu d'infos. En même temps, j'ai pas eu le temps de plus chercher que ça. Mais ça peut être comme, elle vient de signer à l'UFC, elle sort des Dana White Contender, elle fait tout de suite un premier combat, elle perd. Est-ce que c'est volontaire cette pause de 2 ans? De, ok, je passe un cap, j'ai besoin de vraiment me focus et de réapprendre plein de choses et de progresser avant d'enchaîner. Ça peut être une possibilité. Bien sûr. Ou est-ce que c'est une blessure? Ou est-ce que c'est l'UFC qui lui propose pas de combat, etc. J'ai pas d'infos sur ça. Donc potentiellement, on pourrait avoir une Cowan qui passe un petit step sur ce combat. Alors il y aura du ring rust évidemment, mais stylistiquement sur le dernier combat qu'on a vu, il peut y avoir des changements. 2 ans, c'est long. En 2 ans, à ce stade de sa carrière, parce que ça reste une jeune carrière, ça va être son deuxième combat à l'UFC. Potentiellement, on peut voir des axes d'amélioration sur certains domaines. Ouais, je suis d'accord. Donc, difficile de faire un game plan vraiment fixé sur les dernières perfs de Cowan parce que ça a peut-être changé entre-temps. Oui, dans un sens comme dans l'autre, hein, d'ailleurs, Ouais. hein, parce que ça peut être un ring rust, tu sais, avec de l'inactivité et donc être encore moins bonne que ce qu'on a Ouais. vu, tu vois, Et ça peut ou être l'inverse, ouais, des effectivement. Ouais. progrès sur certains secteurs. Donc, ouais, c'est le seul à côté que je vois dans ce combat. En tout cas, pronostic, on voit une victoire de Nora par KO, premier ou deuxième round. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça, tu vois, Ouais, moi potentiellement. aussi. Aussi. Donc voilà, et une continuité dans l'organisation. Parce que visiblement, ce qu'on a entendu sur RMC, c'est que, en tout cas, c'était en bonne voie pour que l'UFC re-signe son contrat, parce qu'elle arrive à son 4e contrat, donc c'est le combat de la re-signature. Donc visiblement, c'est en bonne voie, donc très bien, très très bien. Ouais, mais alors ça, c'est ce qui est dit dans la petite capsule là, qu'on a vu juste avant d'enregistrer, où elle dit que de ce qu'on comprend de ce qu'elle dit, c'est que c'est re-signé. Peu importe le Oui, résultat, c'est que c'est re-signé. Et si c'est le cas, c'est quand même une très bonne chose parce que ça t'enlève une pression monstre. ouais, Tu sais, je suis quand tu d'accord. fais ton dernier fight, ça, on peut le mettre vraiment dans les facteurs qui vont compter parce que quand tu fais ton dernier fight, que tu as 2 victoires, une défaite et que potentiellement, si tu perds ce combat, t'es pas renouvelé, tu combats pas de la même manière. Tu as Ouais, je plus suis cette d'accord. épée de Damoclès, elle est au-dessus de ta tête. Alors que si c'est re-signé en amont, tu sais que c'est assuré, alors là, tu peux te libérer et là, tu auras vraiment ton plein potentiel. Donc ça, encore une fois, ça va dans son sens. Cette info renforce ma certitude sur sa perf. Exactement. Bon, bah, je crois on a fait le tour. Ouais, Alors, ouais. on fait le tour. Vite fait, hein, quand même. Regardez cette UFC, hein, parce que quand tu regardes les combats qu'il y a, enfin, ne serait-ce en carte principale, on a Yair Rodriguez contre Patricio Freire, on a Bryce Mitchell contre Jean Silva, ça aussi, on veut savoir si il va lui faire la tête plate et qu'il va lui apprendre la terre ronde. Mais attention, parce que quand même, Bryce Mitchell reste quand même un mec très fort au Attention, sol, et je attention. pense que justement, avec tout ça, avec tout ce qui s'est passé, avec son amour pour Hitler, avec tous ces trucs-là, enfin, tu vois, Faut heureusement qu'on dire, n'est pas monétisé parce qu'on l'aurait perdu tout de suite en disant ça.
Mais, Un il faut match. pas le sous-estimer non plus. Ouais, faut pas le sous-estimer non plus. Faut attendre. Donc voilà, parce que Jean Silva, il est sur Team Nerd. Il est là. Hein, enfin, tu vois, il est en pleine évolution. Mais par contre, voilà, faut faire attention. Tu vois, faut pas être trop confiant dans ce combat-là non plus. En carte préliminaire, on a un combat féminin qui nous intéresse pas mal. C'est Yang Xiaonan contre Virna Jandiroba. C'est, Hein. ouais, On est dur avec les catégories féminines, mais il y a certains combats, franchement, ça m'intéresse vraiment. Ouais, ouais, bah, on l'a vu, hein, Yang Xiaonan, on l'a vu contre justement La Weili championne, Zhang. c'était une vraie guerre. Ça fait C'est même ça. partie des combats de l'année, hein. Moi, je l'avais Ouais, mis dans mon classement des combats de l'année. Et Jean Roba, c'est fort. c'est Ah, ça. c'est Et fort, hein. on a aussi bah, l'immortel. Je crois qu'il va changer de surnom. Tu vois, il y a Topuria, il a changé de surnom, mais je crois que Jim Miller devrait changer de surnom. L'immortel Jim Miller. Parce que voilà, le mec passe les étapes. Tu sais, tu vois, je suis à la retraite. Ouais, puis non, finalement, je vais revenir. Et puis voilà, qui va combattre contre Chase Hooper, tu vois. Donc, juste pour le côté historique de cet homme qui a fait tous les UFC historiques, c'est-à-dire 100, 200 et 300, bah voilà, si vous voulez checker, là, le mec est à 38 victoires, 18 défaites, un no contest. Donc, vous voyez, l'ampleur de la carrière de cet homme. Et en plus, il continue à performer la plupart du temps. Donc bon, voilà, un petit clin d'œil à Jim Miller. Mais en tout cas, voilà, cette UFC 314, pas mal du tout, et ça sent la nuit blanche, hein, on va pas se mentir. N'ayons pas peur de le dire, ça sent le réveil à 4 heures du matin. Et puis, en tout cas pour la carte principale. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, ouais. Donc, n'oubliez pas le lien vers Import Fight avec le code Tatami10 qui sera en description. Le lien Tipeee aussi en description si le cœur vous a dit. Et puis en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!